Alors, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la série numéro 3, donc exo 3 de la série numéro 3, et la série numéro 4. Prenons tout d'abord l'exercice numéro 3. Donc, là, on a des cas de A jusqu'à G, de nombres quantiques. On nous demande est-ce que ces nombres quantiques sont permis ou pas. Alors, N, il désigne la couche électronique dans laquelle se trouve notre électron. L, c'est la sous-couche électronique, donc c'est le nombre quantique secondaire ou azimutal. M, c'est le nombre quantique magnétique, donc c'est la case quantique dans laquelle se trouve notre électron. Et S, c'est le spin. Donc le spin, il peut avoir deux valeurs, soit plus 1,5, soit moins 1,5. Prenons le premier cas. A. A, vous avez N est égal à 1, L est égal à 1, M 0 et S 1,5. Donc, le cas A n'est pas permis car L est égal à 1. Il faut savoir que le N, la couche électronique, donc le N, doit être supérieur à 0 et le L, le nombre quantique secondaire, doit être compris entre 0 et n-1. Le M doit être compris entre moins L et plus L. Et le S, il peut prendre deux valeurs, soit plus 1,5, soit moins 1,5. On remarque ici que dans le cas numéro A, qu'est-ce qu'on a? Le cas numéro A, nous avons n est égal à 1, L est égal à 1. L est égal à n. Or, L doit être inférieur ou égal à n-1. Donc, le cas A n'est pas permis car L est égal à n. Prenons le cas B. Le cas B, vous avez B, n est égal à 4, L est égal à 0, M est égal à 1 et S est égal à moins 1,5. Alors, est-ce que ce cas-là est permis ou pas? Oui, c'est permis car il répond à tous les critères. Vous avez n est supérieur à 0, L est compris entre 0 et n-1, et M est compris entre moins L et plus L, et S est égal à moins 1,5. Alors, prenons le cas C. Pour le cas C, vous avez le n est égal à 6, L est égal à 4, M est égal à moins 4 et S à 1,5. Donc, ce cas-là aussi est permis. Pourquoi? Tout simplement pour les mêmes raisons que le cas B. Parce que les nombres quantiques répondent tous aux critères. Le cas numéro D, il n'est pas permis. Pourquoi? Parce que vous avez le n est égal à 6, le L est égal à 4, le M est égal à 4. Jusqu'ici, c'est bon. Mais vous avez votre spin qui est égal à 3,5. Donc, 3 sur 2, comme vous le remarquez ici, 3 sur 2, ce n'est pas permis. Parce que le S, il peut prendre juste deux valeurs, soit plus 1,5, soit moins 1,5. Alors, pour le cas E, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que vous avez votre n est égal à 5, L est égal à 4, M est égal à 5 et S est égal à moins 1,5. On remarque bien que M est supérieur à L. Or, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? M est compris entre moins L et plus L. Il ne peut pas être supérieur à L. Ici, M est égal à 5 et L est égal à 4. Donc, c'est supérieur. Donc, c'est pas permis. Euh, Voyons voir le cas F. Le cas F, vous avez n est égal à 3, L est égal à 2, M est égal à 1 et S est égal à 1,5. Là aussi, c'est permis parce que les nombres quantiques répondent tous aux critères. G, le cas numéro G, ce n'est pas permis. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de spin S ici a pris un nombre différent de plus 1,5 ou moins 1,5. C'est 0. Donc 0, ce n'est pas permis. Très bien, donc on passe à la série numéro 4. Alors, exercice 4. Qu'est-ce qu'on nous demande dans l'exo numéro 4? Exercice 1 de la série 4. Exo 1. Indiquer les configurations électroniques qui ne répondent pas aux règles de remplissage des orbitales atomiques. Justifiez vos réponses. Alors, vous avez ici des
configuration électronique, on vous demande de dire est-ce que il répond aux règles de remplissage ou pas. Alors, voyons voir. Ici, j'ai écrit juste et faux. Juste pour les configurations qui répondent aux règles. Faux pour celles qui ne répondent pas aux règles et avec leur justification. Donc, si c'est juste, c'est pas la peine de justifier. Mais si c'est faux, il faut y justifier. Alors, 3P6. 3. Donc, le n, numéro de votre couche est égal à 3. Le numéro de votre sous-couche, c'est P. P est égal à 1. Donc, L est égal à 1. Et vous avez 6. 6, ça veut dire que cette sous-couche, elle contient 6 électrons. Donc c'est juste parce que la P, elle peut contenir jusqu'à 6 électrons. Et à la couche numéro 3, on peut avoir la sous-couche P. Voyons voir la 2P ici. 5, la 2P5 aussi, elle est juste parce que à la couche numéro 2, on peut avoir la sous-couche P qui est équivalent à L est égal à 1. Et 5 électrons, oui, c'est juste parce que le P peut contenir jusqu'à 6 électrons. Donc ici, vous avez juste 5, c'est juste. La 5D3, 5, est-ce que dans la couche 5, on peut avoir la sous-couche D? Eh bien oui, parce que N est égal à 5, D, elle correspond à L est égal à 2, 2 est inférieur à 5, donc on peut avoir cette couche, et cette sous-couche. Et ici, puissance 3, 3 c'est le nombre d'électrons qu'on a dans cette sous-couche-là. Il faut savoir que la sous-couche D, elle peut contenir jusqu'à 10 électrons. Donc, elle peut contenir 3 électrons. Donc, ces 3 cas sont justes. Ces cas-là sont faux. Pourquoi? Prenons tout d'abord le cas de 3F13. F, il correspond à L est égal à 3. L est égal à 3. La sous-couche F, elle peut contenir jusqu'à 14 électrons. Ici, c'est 13 électrons, donc tout est bon jusque-là. Mais vu que F, il correspond à L est égal à 3, et vous avez votre N est égal à 3, le N ne peut pas être égal à L. Rappelez-vous, je vous ai dit ici que le L est compris entre 0 et N moins 1. Donc, il ne peut pas être égal à N. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir ça. Donc ici, j'ai écrit L est égal à 3. Ce qui correspond à N est égal à L, donc c'est faux. La 2S puissance 3. Ici, qu'est-ce qui ne va pas? La S, c'est une sous-couche qui peut contenir jusqu'à 2 électrons au maximum. Mais là, c'est écrit 3 électrons. Donc la case de S, elle peut contenir jusqu'à 2 électrons de spin différents, mais elle ne peut pas contenir 3 électrons. Donc S, elle peut contenir jusqu'à 2 électrons au max. Donc c'est faux. La 2D5. Donc la 2. 2, c'est N est égal à 2. D, ça correspond à L, le nombre quantique secondaire est égal à 2. Donc c'est le même cas que la 3F13. Vous avez le L est égal à 2, donc vous avez N est égal à L, donc c'est faux. Pour la 3P7, vous avez l'orbital P, elle peut contenir jusqu'à 6 électrons. Je vous ai dit ici que l'orbital P, elle peut contenir jusqu'à 6 électrons. Mais ici, c'est écrit 7. Donc, c'est faux. On ne peut pas mettre 7 électrons dans l'orbital P. Alors, on passe à l'exercice suivant. Exo numéro 2. On considère les atomes suivants, établir la configuration électronique à l'état fondamental et en déduire leur position dans le tableau périodique. Alors, donc chaque atome, on va écrire sa configuration électronique et puis nous allons déterminer la période. La période, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et déterminer aussi son groupe. Le groupe, c'est les chiffres romains 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et sous-groupe, le sous-groupe, vous avez deux sous-groupes, soit A, soit B.
Donc, grâce à la configuration électronique, nous allons déterminer les coordonnées de chaque atome dans le tableau périodique. Donc, nous allons déterminer l'axe Y, qui est la période, et l'axe X, qui est le groupe et le sous-groupe. Bon, pour faire la configuration électronique, il faut utiliser la loi de Kleshowski. Qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Kleshowski, il faut remplir les sous-couches d'énergie électronique inférieure. Après, on va remplir les sous-couches d'énergie électronique supérieure. Donc, de cette façon, on va remplir la S, la 1S, après la 2S, après la 2P, la 3S, après la 3P, la 4S et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez deux façons d'écrire une configuration électronique. Soit vous écrivez de tel comme ça, vous avez le carbone 6, c'est 1S2, 2S2, 2P2. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons distribué les 6 électrons du carbone sur les sous-couches suivantes. Donc, on va remplir la 1S. La 1S ici, elle peut contenir jusqu'à 2 électrons. Donc, il nous restera 4 électrons, parce que le carbone, il contient 6 électrons. Donc, quand on lui enlève 2 électrons pour les mettre dans la sous-couche 1S, il va lui rester 4 électrons. Les 4 électrons, on va continuer de les distribuer. On va les mettre ici. Donc, dans la 2S, la S, elle peut contenir maximum 2 électrons. Donc, ça sera 1S2, 2S2, 2P2. Pourquoi 2P2 et non pas 2P6? Tout simplement parce que si vous additionnez les électrons, vous trouverez ici S puissance 2, donc 2 plus 2 plus 2. Ça vous fera 6. On ne peut pas mettre plus d'électrons que ce qu'on possède. Donc vous avez 6 électrons, vous les distribuez. C'est tout. Dès que vous terminez les 6 électrons, comptez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, on s'arrête ici. Donc soit vous écrivez votre configuration électronique de telle manière, ou vous les écrivez en vous aidant des gaz rares. Donc, pourquoi on utilise les gaz rares? Quelle est la particularité des gaz rares? On les utilise parce que leur sous-couche, leur couche de valence, elle est complètement remplie. Voyons voir comment. Déjà, les gaz rares, c'est quoi? Les gaz rares, c'est les éléments qui se trouvent ici. Le HE, le NE, le AR, le KR, le XE, le RN. Donc, c'est des gaz rares. Vous les trouverez dans le groupe 8A. Donc, le groupe 8A, il contient tous les gaz rares. L'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Leur configuration électronique. HE, c'est 1S2. NE, il contient 10 électrons, c'est 1S2, 2S2, 2P6. Donc on peut écrire cette formule-là sous cette formule-là. Donc ça sera HE, 2S2, 2P6. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que cette couche-là, il faut savoir pour changer de couche, chaque couche, elle est comptabilisée à partir du dernier S. Donc ici, vous avez une couche, c'est la 1S2. Et ici, vous avez la deuxième couche qui est la 2S2 2P6. Donc elle commence par le dernier S. Alors, la première couche, c'est 1S2. Il se trouve que le HE est aussi 1S2. Donc, au lieu d'écrire 1S2, on écrit HE. Donc, quand on écrit HE, c'est comme si on a écrit 1S2. Après, on continue. Donc, jusqu'ici, nous avons distribué les 2 électrons des 10 électrons du néon. Donc, juste 2 électrons des 10 que contient le néon. Donc, HE2, on a distribué 2 électrons, il nous reste 8. Les 8, on va les écrire comme tel, 2S2, 2P6. Donc, après le HE, on ne recommence pas, on n'écrit pas ici 1S2. Donc, on continue. C'est tout. Donc, le but de cette écriture, c'est quoi? C'est d'avoir directement votre couche de valence. La couche de valence,
Elle commence à partir du dernier S de votre configuration électronique. Prenons par exemple le néant. C'est 1S2, 2S2, 2P6. Le dernier S, c'est ça. À partir du dernier S, c'est 2S2, 2P6. 2S2, 2P6. On remarque que le néant, la dernière couche, sa dernière couche, qui est la couche de valence, elle est complètement remplie. On ne peut pas mettre plus d'électrons. Si on rajoute un électron, donc on est obligé de le mettre dans la 3S. Ici, on écrit 3S, on passe à une autre couche. D'accord? Alors, l'argon qui contient 18 électrons, on l'écrit en fonction du néant 10. Pourquoi? Donc, on écrit toujours une configuration en fonction du gaz rare qui contient juste moins d'électrons que notre atome actuel. Par exemple, le 18, on va utiliser le néant. On ne peut pas utiliser le krypton parce qu'il contient 36 électrons. Et on ne peut pas utiliser le He parce qu'il contient beaucoup moins d'électrons que le Ar. Donc on utilise juste celui qui est en dessous. Donc 10 électrons. Ça devient un E10. Quand on écrit ici un E10, c'est comme si on a écrit un S2, 2S2, 2P6. Donc on continue après. Qu'est-ce qui vient? Ça vient 3S2, 3P6. Alors, pour apprendre à écrire la configuration en fonction des gaz rares, il faut apprendre les couches qui viennent après chaque gaz rare. Le He, voici la couche qui vient après le He. Le Ne, voici la couche qui vient après le Ne. D'accord? Prenons le krypton. Le krypton 36 électrons, on ne peut pas l'écrire en fonction du Xe qui contient 54, mais on peut l'écrire en fonction du Ar qui contient 18 électrons. Ça sera Ar, 4S2, 3D10, 4P6. Si vous écrivez votre configuration de 1S jusqu'à 4P6, ça sera trop long à écrire. Donc, on utilise en général les gaz rares pour raccourcir l'écriture de la configuration électronique et pour avoir la couche de valence. Quel est l'intérêt de la couche de valence? C'est de connaître la période et le groupe dans le tableau périodique. Donc, les périodes et les groupes, on peut les connaître grâce à la couche de valence. Alors, il faut savoir aussi que cette écriture, elle respecte l'écriture, la règle de Kleshowski, celle de remplir les sous-couches inférieures après les sous-couches de niveau électronique supérieur. Donc, par exemple, si on prend celle-là, AR 18, donc c'est comme si on a écrit 18 électrons, on commence 1S2, 2S2, 2P6, ici, jusqu'ici, on a fait 10 électrons. Donc, cette écriture, c'est à peu près la même que celle-là, juste que c'est pas bien représenté, c'est tout. Alors, vous avez la 1S2, 2S2, 2P6, jusqu'ici on a écrit 10 électrons, 3S2, 12, 3P6, ça veut dire ici qu'on est arrivé à 18 électrons, c'est comme si on a écrit juste AR, on continue, c'est comme si on a écrit AR. Après, ça vient la 4S2, 3D10, 4P6. 4S2, 3D10, 4P6. 4S2. Après, on passe à la flèche suivante, 3D10 et 4P6. D'accord? Donc, si on a plus d'électrons, on va passer à la couche suivante qui est la 5S2. Par exemple, le xénon, on va l'écrire en fonction du Kr, 36. On ne peut pas l'écrire en fonction du Rn, 86. Donc, si on écrit Kr, ça devient 5S2, 4D10, 5P6. Alors, après le Kr, vous avez 5S2, 4D10, 5P6. Donc, si on continue, on passe à la 6S2. D'accord? Donc, la 6S2, on va la trouver dans le Rn. Rn86, on va l'écrire en fonction du xénon. Ça va vous donner Xe54. Quand vous écrivez Xe54, ça veut dire que vous avez distribué 54 électrons des 86 qui se trouvent dans le radon. Ce qui reste, vous les distribuez sur la couche suivante qui vient après le Xe. La couche qui vient après le Xe, il se termine par 5P6.
5P6. Après, vous avez la 6S2, qui est ici, 6S2. Après, vous avez la 4F14, la 5D10 et 6P6. D'accord? Admettons que vous avez un atome qui a plus d'électrons que le radon. Donc, vous écrivez Rn et la couche qui vient après le Rn. La couche qui vient après le Rn, c'est celle-là, 7S2, 5F14, 6D10 et 7P6. Maintenant que nous avons appris comment écrire les configurations électroniques en fonction des gaz rares, on va passer à notre exercice. Vous avez C6, C1S2, 2S2, 2P2 ou HE2. Il faut écrire le numéro ici pour indiquer que vous avez déjà distribué 2 électrons des 6 électrons du carbone. Ça devient HE2, 2S2, 2P2. Pour l'azote, c'est HE2, 2S2, 2P3. Pour l'oxygène 8, c'est HE2, 2S2, 2P4. Essayons de comptabiliser tous les électrons. Ça va nous donner 2 plus 2 plus 4 qui est égal à 8. D'accord? L'oxygène 8, on ne peut pas écrire sa configuration en fonction du néon qui a 10 électrons. Mais on peut écrire sa configuration avec un gaz rare qui a moins d'électrons que 8. Donc c'est le He. Prenons le Na. Le Na11, ça vous donne Ne10, 3S1. Vous voyez ici, vous avez directement la couche de valence. Avec cette couche, on peut avoir la période et le groupe et ce groupe. Donc, continuons. Prenons le Al13, ça vous donne le Ne10, 3S2, 3P1. D'accord? Etc. Alors, essayons de déterminer le groupe et le sous-groupe de chaque atome. Prenons le carbone 6. Carbone 6, sa couche de valence, c'est celle-là, 2S2, 2P2. Vous prenez le numéro qui est accroché au dernier S, donc c'est le 2. Le 2, c'est la période, et qui est égal à N, le nombre quantique principal. Donc, 2. Dans cette ligne-là, vous allez trouver votre carbone, le C. Donc ici, on connaît son axe Y qui est la période. Il reste à connaître son groupe. Le groupe, c'est 4A. Comment déterminer le 4A? 4A, vous comptez les nombres d'électrons. 1, 2, 3, 4. C'est 4 électrons, donc c'est 4. Le groupe, c'est 4. Il reste le sous-groupe. Le sous-groupe, vous voyez, il faut noter la dernière sous-couche de cet atome. Donc la dernière sous-couche, c'est la sous-couche P. Donc, il faut savoir que le bloc S, donc le bloc S, c'est les 2 colonnes. Le bloc P, c'est les 6 colonnes, ces 6 colonnes-là. Le bloc P et le bloc S ont un groupe A. Donc, ils correspondent au sous-groupe A, sous-groupe A. Et le bloc D et le bloc F, ils correspondent au sous-groupe B. D'accord? Donc, tous les atomes qui se terminent par S ou P, donc on écrit A, le sous-groupe A. Tous les atomes dont la configuration électronique se termine par D ou F, on écrit sous-groupe B. Donc, cet atome-là se termine par P, donc sous-groupe A, sous-groupe A, sous-groupe A, sous-groupe A, sous-groupe A. Ici, c'est par un D, donc c'est sous-groupe B. D'accord? Donc, si on cherche par exemple le SC21, vous savez, ça se couche, la couche de valence c'est 4S2, 3D1, donc sa période c'est 4, et son groupe c'est 3B. Donc, son groupe c'est 3B. Il se trouve ici. Voilà, c'est 4, 3B, SC. D'accord? Il faut savoir aussi que dans le tableau périodique, vous avez la 1A, la 2A. Après la 2A, vous avez la 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Et ici, vous avez 3 colonnes, la 8B. Toutes ces colonnes, c'est la 8B. Après, vous trouverez la 1B, la 2B,
puis la 3A, 4A, 5A, 6A, jusqu'à la 8A. D'accord? Voilà. Donc, ici, je vous ai écrit les groupes et sous-groupes de chaque atome que nous allons voir. Premièrement, nous allons voir les configurations et toutes les configurations électroniques. Après, nous allons voir pour chaque atome quelle est sa période, son groupe et ce groupe. On nous demande aussi de déterminer si quelle est la propriété magnétique de chaque atome. Donc, ce point-là, nous allons le voir après. Le carbone, l'azote, l'oxygène, le sodium, l'aluminium, ici c'est bon. Donc, le calcium, Ca, c'est 20 électrons. Donc, la configuration, c'est AR18 4S2. D'accord? Remarquez ici 4S2 parce qu'on a appris quelle est la couche qui vient après le AR. Ça vient la 4S2. Après, vous avez la 3D10. Mais on s'arrête à la 4S2. Pourquoi? Tout simplement parce que le AR a 18 électrons. Donc, la sous-couche suivante doit contenir juste 2 électrons. 20 moins 18, il reste 2 électrons qu'on va mettre ici, dans la 4S2. Et c'est bon, on s'arrête là. La SC21, c'est AR4S2, 3D1. Pour le chrome et le cuivre, c'est des exceptions. Pourquoi des exceptions? Nous allons voir. Le chrome, c'est AR, donc 18. 24 moins 18, il reste 6 électrons. On va les mettre ici, 4S2. Donc quand on écrit 4S2, ça veut dire qu'on a distribué déjà 20 électrons. Il nous reste 4. Les 4, on va les mettre ici, dans la 3D4. La sous-couche D, elle est stable quand elle contient soit elle est remplie à moitié, soit elle est remplie complètement. Donc, quand vous avez cette configuration suivante, 4S2, 3D4, la sous-couche D a tendance à prendre un électron de la sous-couche 4S2 pour donner 4S1, 3D5. Donc la sous-couche D elle est stable quand elle est à moitié remplie ou complètement remplie. Si vous avez une configuration qui se termine par D puissance 4, donc D4, ça devient alors 4S1, 3D5. Si vous avez une configuration qui se termine par D puissance 9, alors elle ne peut pas rester D puissance 9, elle va prendre un électron de la S pour donner 4S1, 3D10. D'accord? C'est des exceptions. Les exceptions, c'est quand vous avez soit 4 électrons dans la sous-couche D ou 9 électrons. Si vous avez 4 électrons, la sous-couche D a tendance à prendre un électron de la sous-couche S pour donner la 4S1, 3D5. Voilà, c'est une question de stabilité. La Z1 c'est la AR, 4S2, 3D10, FE c'est ça, etc. Le cobalt, il contient 27 électrons, on l'écrit avec l'argon, ça donne 4S2, 3D7. Prenons le Br. Le Br, il contient 35 électrons, c'est aussi en fonction du AR, ça donne AR, 4S2, 3D10 et 4P5. Si on comptabilise tous les électrons, on trouve 18 plus 2, 20, plus 10, 30, plus 5, 35. Donc c'est juste. L'iode, il contient 53 électrons. Il contient un électron moins que le xénon. Le xénon, c'est un gaz rare, il contient 54 électrons. On ne peut pas écrire l'iode en fonction du xénon, parce que le xénon, il contient plus d'électrons que l'iode. Mais on peut écrire l'iode en fonction du Kr, qui contient 36 électrons. Le Kr, c'est le gaz rare qui se trouve en dessous du xénon. Voilà, voici votre Kr et le xénon. Très bien. Alors, pour l'iode, c'est bon. Donc, ici, vous avez le Kr, le xénon. On l'a déjà fait. Et le plomb. Le plomb, 82 électrons. 82, qu'est-ce qui est moins que 82?
C'est XE, le xénon, 54 électrons, ça vous donne 6s2, 4f14, 5d10 et 6p2. Vous comptez tous les électrons, vous trouverez 82 électrons. Très bien. Maintenant, passons à la détermination du groupe et sous-groupe de chaque élément. Alors, ici, j'ai écrit le carbone, sa période est 2, groupe et sous-groupe, c'est 4A. Pourquoi? Parce que la période est 2. C'est ça la période. C'est le dernier chiffre accroché au S, le dernier S. Vous comptez le nombre d'électrons, vous trouverez 4. 4A. A, c'est pourquoi A? Parce que ça se termine par le bloc P. Bloc P, il correspond au sous-groupe A. Donc, tous ces atomes, ça se termine par P, 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 S, P, S. Jusqu'ici, c'est les sous-groupes A. Donc, par exemple, vous prenez l'aluminium, 3S2, 3P1. Donc, la période, c'est 3. Le groupe, c'est 3. C'est 2 plus 1, 3. Et le sous-groupe P, donc c'est sous-groupe A. C'est pour ça que j'ai écrit ici, pour l'aluminium, c'est la 3A. Pour le calcium, c'est la 4,2A. 4 parce que c'est le dernier chiffre accroché au dernier S. Donc c'est A, 4S2. Donc 4 c'est la période, 2 c'est le groupe, S ça nous donne l'information que le sous-groupe est A. Donc 4, 2A. 4, 2A. Donc ici aussi 4, 3B. Pourquoi 3B? On va voir le SC. Le SC, c'est 4S2, 3D1. 4, c'est la période. Vous comptez les électrons, c'est 3. Il reste à connaître le sous-groupe. Est-ce que c'est A ou B? On a dit tout à l'heure que D, ça correspond au sous-groupe B. C'est pour ça que j'ai écrit ici 3B. Le chrome, c'est 4, 6B. Quand voyons voir le chrome, c'est 4. Comptons les électrons, c'est 6. D, ça correspond au sous-groupe B. Voilà. Et etc., etc., etc. Après, euh, prenons par exemple le cas PB. PB, 82 électrons. J'ai écrit période 6, groupe 4A. Période 6, groupe 4A. Si on compte ici les électrons, on remarque que c'est plus que 4. Sauf qu'il y a une loi qui dit que quand la sous-couche D est complètement remplie, on ne la comptabilise pas. Et quand la sous-couche F elle est complètement remplie, on ne la comptabilise pas. Donc si on comptabilise tous les sous-couches sauf la D et la F, ça donne 1, 2, plus 1, 2, ça donne 4. D'accord? Prenons aussi d'autres exemples dont la sous-couche D est complètement remplie. Par exemple, le cuivre. Le cuivre, c'est 4S1, 3D10. Donc, période 4. Et normalement, ici, on compte 1 plus 10, ça donne 11. Mais le D est rempli. Donc, c'est 10. Donc, on compte jusqu'à 1. 1. Et quelle est la dernière sous-couche? C'est D. Donc, ça sera 1B. D'accord? 1B. C'est pour ça que vous trouverez ici le cuivre 4, 1B. Tout simplement. D'accord? Je répète, quand la sous-couche D est remplie, on ne la compte pas. Quand la sous-couche F est remplie, on ne la comptabilise pas aussi. C'est bon? Alors, pour les propriétés magnétiques, c'est simple. Vous avez soit un atome qui est paramagnétique, soit il est dimagnétique. Paramagnétique, ça veut dire qu'il contient des électrons célibataires. Au moins un électron célibataire. Électron célibataire, ça veut dire un électron dans une case quantique. D'accord? Ou il ne contient pas d'électrons célibataires, donc il contient juste des paires d'électrons.
Vous remarquez ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, si vous avez, si votre électron se termine par une couche, par une case quantique qui contient, par une sous-couche qui contient juste des paires d'électrons. Donc c'est dit magnétique. Si il se termine, si vous avez un électron célibataire, c'est paramagnétique. D'accord? Prenons par exemple un atome qui se termine, voilà, le carbone. Le carbone, il se termine par P2. P2, c'est quoi? Quand vous les représentez, vous allez trouver la P, vous mettez un électron, c'est des électrons célibataires, donc c'est paramagnétique. D'accord? Si on prend par exemple le calcium, il se termine par la 4s2. On représente la 4s2, on va trouver deux électrons. C'est une paire d'électrons, donc c'est dimagnétique. Voilà. Donc vous dites, est-ce que c'est para, est-ce que c'est dit pour chaque atome? Et pour le savoir, il faut à chaque fois représenter la couche de valence. D'accord? Vous représentez par exemple la 3s2, 3p4. Ça donne S qui contient 2 électrons, et ça donne P qui va contenir 4 électrons. Les 4 électrons du P, ça sera une paire d'électrons et 2 électrons célibataires. Donc ça, le S, c'est paramagnétique. D'accord? Donc ça, c'est pour les groupes et sous-groupes de chaque atome. Voilà. Et on passe à la question suivante. B. Quels sont, parmi les éléments ci-dessus, quels sont ceux qui sont des éléments de transition? Alors, parmi les éléments qu'on a vus tout à l'heure, quels sont les éléments de transition? Les éléments de transition, c'est ceux qui ont une sous-couche D incomplète ou peuvent donner des cations, donc Xn+, avec la sous-couche D incomplète. Quels sont les éléments? C'est le Sc21, le Chrome 24, le Fe26, Co27, Ni28 et Cu29. Tout simplement, vous prenez n'importe quel élément qui se termine par D et qui ne contient pas, et cette sous-couche D, elle est incomplète. Prenons par exemple le Sc, 3D1. La D, elle peut contenir jusqu'à 10 électrons, donc elle est incomplète. Donc ça, c'est un élément de transition. Le chrome, il se termine par 3D5, donc c'est un élément de transition. Le cuivre, il se termine par 3D10, sauf que là, c'est une exception, parce que le cuivre, il peut donner des cations stables euh, avec une sous-couche D, 3D incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous avez le Cu+, Cu2+, par exemple, les électrons, euh, vous allez arracher des électrons à la sous-couche D et pas à la S. D'accord? Par exemple, si vous avez Cu+, c'est pas la 4S qui va perdre de l'électron, mais la D. D'accord? Voilà. Euh, Prenons aussi ici D6, D7, D8. Tout cela sont des éléments de transition, sauf le Z1, 3D10. 3D10, vous dites quelle est la différence entre 4S2 3D10 et 4S1 3D10. Ici, si vous avez des cations, vous allez perdre des électrons de la sous-couche D. Mais là, si vous avez des électrons, vous allez perdre si vous avez un cation du Z1, vous allez perdre des électrons ici, de la sous-couche S2, et non pas de la 3D10. Donc la 3D10, elle va rester complète. Ici, elle reste complète, donc ce n'est pas un élément de transition. Voilà. Tous les éléments qui se terminent par D et D, la couche D est incomplète, donc c'est un élément de transition. Voici les éléments de transition. Alors, on passe à la question C. Donner les ions les plus stables parmi ces éléments-là. Pour donner un ion stable, il faut rapprocher le plus possible la configuration électronique de cet atome vers euh, le,
la configuration électronique d'un gaz rare. Pourquoi? Parce que la configuration électronique d'un gaz rare, elle est stable, très très stable. La couche de valence, elle est remplie, complètement remplie. Si on prend le 11, on va, on va voir, est-ce que le 11 est plus proche du 10 ou du 18? Est-ce que, donc le 11, il est plus proche du 10. Alors s'il est plus proche du 10, donc pour que le Na donne un ion stable, il vaut mieux qu'il perd juste un électron pour donner un A+, et devient alors, euh, il aura alors la configuration électronique du néon. Prenons l'oxygène. Oxygène 8. Est-ce que 8, elle est proche de 2, 10, 18? Le 8, il est situé entre le 2 et le 10. Il est beaucoup plus proche que le 10, beaucoup plus proche au 10 que au 18. Donc le O8, il donne O2-. O2-, c'est la configuration du néon. D'accord? Donc il va acquérir 2 électrons pour avoir la configuration électronique du néon. Voyons le S, le soufre 16. Le soufre 16, il est proche du AR18. Donc il est beaucoup plus proche du AR18 que le AR36. Donc il va acquérir juste 2 électrons pour avoir la configuration électronique du AR. Le chlore 17. Le chlore 17, il va devenir chlore moins pour donner la configuration, pour atteindre la configuration électronique de l'argon qui est AR18. Le SC21, il va vous donner SC3+, pour être pour avoir la configuration électronique de l'argon. Donc le SC, pour lui, c'est beaucoup plus facile de perdre 3 électrons et d'avoir la configuration de AR que de gagner 15 électrons pour atteindre la configuration de KR. Donc le BR35, il est plus proche du 36 que du 18. Donc ça donne BR- pour donner KR36. L'iode 53, il est beaucoup plus proche du xénon. Donc ça va vous donner I-. Le I-, le moins, ça veut dire que vous avez un nombre d'électrons qui est égal à 54, qui est le xénon. Voilà, ça c'était en ce qui concerne les ions les ions les plus stables pour chaque atome. Donnez les nombres quantiques caractérisant l'électron célibataire de l'aluminium. Alors, on prend le Al, c'est néon 10, 3s2, 3p1. Alors, on nous demande de déterminer le nombre quantique du dernier électron, de l'électron célibataire de l'aluminium. L'électron célibataire, c'est celui-là, 1. Un électron. Parce que ici, vous avez une paire d'électrons dans la case quantique du S. Donc, vous avez 2 électrons, mais P, il contient juste un électron. Cet électron, c'est nombre quantique, c'est quoi? C'est 3. Donc, n est égal à 3. L est égal à 1. 1, il correspond à la sous-couche P. Rappelez-vous, L est égal à 0, donc c'est la sous-couche S. L est égal à 1, c'est la sous-couche P. Le nombre magnétique est égal à -1. D'accord? Parce que si vous représentez les 3 cases quantiques du P, la première, elle correspond à -1. Donc l'électron, il se trouve dans la case -1. Et le spin, plus 1,5. Donc c'est le nombre quantique du dernier électron célibataire de l'aluminium. Voilà. Donc l'exercice 2 et 3, on va le laisser. L'exercice 3 et 4, on va les laisser pour une autre vidéo. Merci.